grâce aux nouveaux outils digitaux et sondages sur les réseaux sociaux. Pour traiter de ce thème, nous avons invité Esther Sève, fondatrice de Qualinsight, une agence d'études marketing. Bonjour Esther. Bonjour Victoria. Alors les études de marché qualitatives et quantitatives, c'est un secteur qui est aujourd'hui un peu critiqué. Je dirais même c'est un modèle que certains estiment un peu dépassé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton sentiment? Oui, c'est vrai que les études de marché, ça fait maintenant depuis les années 50, 60 qu'on en fait. Différents moyens ont été utilisés par le passé pour le faire, les enquêtes par téléphone, en face à face, où on vous interceptait dans la rue. Aujourd'hui, donc il y a eu les enquêtes évidemment par Internet dans les années 2000. Et puis, aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens qui s'adaptent aux nouvelles expériences digitales aussi des consommateurs, des consommatrices, qui permettent d'aller prendre l'opinion et de prendre le pouls des consommateurs avec les moyens digitaux, donc notamment les sondages par les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées, et c'est aussi évidemment sur ce secteur-là qu'on se positionne et sur lequel on est assez actif, de manière à proposer des études de marché qui soient modernes et qui offrent un renouveau dans la manière de sonder l'opinion des personnes et d'interagir avec elles et aussi de les engager et d'impliquer la conversation au-delà de questionnaires avec des coches, des questionnaires hyper longs, comme je suis sûre que chacun a déjà pu voir ou entendre quand on vous appelait par téléphone par le passé avec ces enquêtes de 20 minutes. Donc c'est vrai que nous, on se positionne pas du tout sur ce secteur-là des enquêtes, évidemment faites de manière traditionnelle, qui sont ultra longues, mais des choses beaucoup plus agiles, beaucoup plus courtes, beaucoup plus réactives, et en utilisant les moyens d'aujourd'hui, donc notamment les réseaux sociaux. Alors, cet événement de 2 jours sur Marketing 21 nous permet justement de traiter tous les aspects du marketing. Puis on a le temps aussi d'avoir plusieurs approches. Donc je pense que c'est aussi intéressant de revenir un petit peu sur ce qui se faisait avant, parce que c'est pas que tout était faux avant et que tout est juste aujourd'hui. Je pense que parmi les reproches qu'on peut avoir sur la méthodologie qu'on pouvait utiliser avant, parce qu'évidemment on n'avait pas cette capacité de contacter autant de gens sur le digital, c'était une partie, c'est qu'avant c'était très cher, donc c'était je dirais, c'était des outils qui n'étaient à la portée que de grosses entreprises versus ce qui se fait aujourd'hui. Et puis aussi, une des critiques qu'on avait, c'était que les résultats n'étaient pas ni très lisibles, ni très fiables. Alors, j'aimerais que tu reviennes sur les deux choses, le coût et sur la lisibilité, parce que aujourd'hui, peut-être le coût, il n'est pas aussi bon marché qu'on l'imagine, et la lisibilité, elle n'est peut-être pas aussi bonne qu'on l'espérait. Donc, je te cède la parole. Explique-nous ce qu'il en est. Alors c'est vrai que sur la partie coût, moi je suis quand même partisane de dire que le prix des études de marché et des études marketing ont quand même baissé, parce que le temps qu'on investissait avant pour avoir des enquêteurs sur place, dans la rue ou par téléphone, ce temps-là, on ne doit plus le payer vu que les enquêtes sont faites par Internet. Donc finalement, à partir du moment où vous rédigez votre questionnaire, vous le programmez, que vous le diffusez en ligne, qu'il y ait 100 personnes, 1000 ou 10 000 qui répondent, ça va être le temps qui va être investi pour traiter les réponses aux questions ouvertes, qui va justement consommer ce temps et qui va être dépendant de la taille de votre échantillon. Mais pour le reste, il n'y a pas ce temps humain qui est derrière, qui se chiffre aussi au niveau financier, au niveau budgétaire. Il y a plus cette grosse charge qui pesait effectivement lourd dans le budget des études de marché. Maintenant, il faut savoir que faire les enquêtes en ligne, c'est pas non plus le seul moyen qui existe. Il y a le téléphone et puis le visio qui est encore beaucoup utilisé pour faire des enquêtes sur des cibles plutôt B2B, pour pouvoir avoir un vrai échange, pour avoir aussi, en général, c'est plutôt utilisé dans les études plus qualitatives, où on a un fil conducteur qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large, avec des thématiques qui sont beaucoup plus aussi adaptées à la personne avec laquelle on s'entretient. Mais par contre, les enquêtes par téléphone, je veux dire, à part les enquêtes auprès des personnes âgées qui ne sont pas du tout connectées, et qui ont encore des numéros de téléphone fixes, de ligne fixe, je pense que ça se perd quand même, et qu'on est plutôt sur des méthodes qui vont mixer et qui vont être plus hybrides et qui vont mixer justement le digital. Avec nous, par exemple, on a un panel de clients d'une part, en fonction de certains secteurs. On a ensuite les réseaux sociaux qui viennent compléter et qui permettent de toucher des cibles qui seront différentes, justement, des gens qui vont pas volontiers répondre aux études de marché, à des sondages ou à des appels téléphoniques ou à des interceptions dans la rue. Et puis, il y a sur la question de la lisibilité des résultats, donc au-delà de la méthode, ça fait bientôt maintenant 20 ans que je suis dans le domaine des études de marché, et sur 20 années, j'ai quand même pu voir une grosse évolution dans les rapports PowerPoint.
Je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, tout le monde a déjà dû subir des rapports PowerPoint très longs avec beaucoup de graphiques qui manquaient de lisibilité et de clarté. Donc, c'est vrai que nous, dans notre agence chez CalInsight, on aime beaucoup la vidéo et on va beaucoup sur le terrain également pour amener de la matière qui va se complémenter, si ça peut se dire, qui va venir compléter finalement les résultats qu'on obtient en ligne, en allant sur le terrain, en interviewant des gens et en faisant ça par vidéo, de manière ensuite à avoir des enregistrements. On fait des petits montages qui vont ensuite être présentés lors de la présentation des résultats au sein même de la présentation PowerPoint et qui va donner de la vie, de la matière et de l'illustration finalement à ces résultats. Donc en termes de lisibilité, déjà nous on fait plutôt un PowerPoint qui va être assez court. On essaye d'être sur 40-50 slides max, où on va essayer vraiment de vous embarquer, de raconter une histoire avec les moments clés et d'illustrer avec de la vidéo, parce que c'est finalement ce dont on se souvient le mieux. On a pu remarquer que les clients vont plutôt s'accrocher à ce qu'ils vont voir et entendre et ressentir que à évidemment un débit de parole de moi qui suis en train de déblatérer la matière, les verbatims, etc. Donc au niveau du coût, pour revenir à ta question de base, je pense que ça s'est quand même démocratisé. En tout cas, nous, on fait déjà des études de marché, par exemple, pour 1500 francs auprès des entrepreneurs ou des incubateurs où on accompagne, donc on est plus dans du coaching et de l'accompagnement pour que l'étude de marché soit correcte au niveau, par exemple, de la rédaction des questions et ne serait-ce que leur qualité pour avoir des résultats de qualité. Et puis, on peut déjà avoir une jolie étude de marché pour 3 000 à 4 000 francs. Ce qui était, je pense, difficilement concevable à l'époque s'il fallait interroger 500 personnes par téléphone pendant 10 minutes. Alors, sur la qualité de l'audience, enfin du panel, c'est ce qui est toujours le nerf de la guerre, que ce soit avant ou maintenant, parce qu'il faut être sûr d'avoir un panel assez représentatif. Avant, on avait des gens on avait des études où on payait les gens pour qu'ils participent, et on avait des gens qui étaient des vrais consommateurs de genre de produits et qui étaient devenus, ils allaient d'une étude à l'autre. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui vont répondre en ligne parce que peut-être le sujet les intéresse, mais est-ce qu'on est sûr quand tu fais un sondage sur un réseau social, comment est-ce que tu peux, toi, qualifier la qualité de ces gens? Parce que là, il veut bien répondre, mais voilà, tu peux pas, toi, les trier. Si tu veux, si on utilise toujours la méthode des quotas, en fait, dans n'importe quelle étude que tu vas réaliser, tu as toujours des quotas. Donc, c'est un nombre de personnes qu'il faut atteindre par catégorie d'âge, par sexe, par genre. Et puis aussi, parfois, tu rajoutes à ça ville, campagne, le niveau de formation, parfois le niveau de revenu. Et c'est important de pouvoir suivre vraiment ces quotas pour que ton échantillon, justement, final soit représentatif. Donc, la manière dont on va procéder pour les enquêtes sur les réseaux sociaux, c'est donc en fait, c'est un post sponsorisé, donc c'est une publicité finalement qui est diffusée sur les réseaux, comme on peut voir là. Et nous, derrière, avec les questions où on collecte des données sur l'âge, le niveau de revenu, ou le type de foyer, la ville campagne, on va se dire, voilà, maintenant il nous manque, je sais pas, des hommes entre 35 et 50 ans, et on va continuer à targeter la publicité uniquement sur ce profil-là, de manière à compléter notre quota, et d'arriver avec 250 hommes, ou 125 dans cette catégorie-là, dans ces quotas croisés. Donc, si tu veux, on peut faire du fine-tuning après sur les quotas, simplement en changeant le targeting du ciblage des publicités sur les réseaux. Il faut savoir aussi que, vu qu'on a l'avantage d'avoir un panel de consommateurs romans avec 5-6 000 personnes qui sont inscrites dans ce pool qu'on peut sonder facilement, on peut aussi se dire, voilà, on va prendre une partie dans le panel, on va faire moitié-moitié, par exemple, une partie panel et l'autre moitié sur les réseaux, de manière à mixer aussi ces populations et ne pas avoir que des personnes qui viennent pour cumuler des points et ensuite être dédommagées et être récompensées pour leur participation, et avoir une cible justement plus engagée qui vient des réseaux, qui n'a rien à gagner finalement à donner son avis, si ce n'est que de faire remonter justement ce qu'il pense et de contribuer souvent à améliorer un produit ou un service qu'il utilise au quotidien. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, dans les illustrations avec les sondages sur les transports publics. Oui. C'est vrai que ce sont en général des enquêtes qui marchent très, très bien auprès des utilisateurs, des utilisatrices. Mais là, l'utilisateur, je veux dire, le sondé, il sait quel est le nom de la marque. Parce que souvent, dans les études avant, on ne donnait pas forcément le nom du client. Mais pas toujours, parce que tu vois, si on fait une enquête de notoriété, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps, on a diffusé une étude sur les réseaux et puis on n'a pas annoncé qui était derrière. Et c'est vrai que certains disaient, ça nous embête de pas savoir qui est le mandataire. Mais vu qu'on est sur une question de notoriété, donc on veut savoir quelle est la notoriété spontanée et dirigée d'une société, par exemple, ou d'une marque, on peut pas toujours annoncer non plus le prestataire. Mais c'est assez rare, je dirais que c'est une étude sur 5 ou sur 6
dans laquelle on peut pas annoncer finalement qu'ils nous mandatent. Donc en général, voilà, quand ce sont des études, on l'a vu par exemple pour la RTS, on évalue un format story d'actualité pour RTS Info, on peut l'annoncer. Pareil pour les transports publics. Et puis après, si on est sur une évaluation d'impact de communication, d'une campagne de com ou autre, on va plutôt être assez vague et on va dire voilà, on lance une enquête sur la com de manière générale ou sur le secteur publicitaire X ou Y. Ça va dépendre. D'accord. Alors là, je vais vous présenter un nouvel outil. Alors que vous soyez là par simple curiosité, parce que vous avez envie d'en savoir plus, ou parce que vous voulez vous-même tester et essayer cet outil, c'est le moment. Ça va être à vous de vous enregistrer aussi et de faire plusieurs essais avant de le sauvegarder en répondant peut-être par vidéo, ou peut-être vous préférez l'outil audio ou voire même le texte qui est plus classique. En tous les cas, je vous propose, sans plus attendre, de démarrer. Ma première question. Alors, bonjour Esther, enchanté. Par exemple, je ne vais pas vraiment sur la page explorer d'Instagram où il y a du contenu qui est créé ou qui est montré en fonction de ce qu'on suit et ce qu'on aime. Alors, pour moi, Brut, Combini et Tataki, c'est ceux qui ont le plus d'attrait pour moi. Quand je suis sur Facebook, c'est comme ça que je les ai connus en fait. Ça passe dans mon fil d'actualité et puis on voit une image qui bouge et c'est pas un post fixe. Du coup, notre œil il est très vite attiré par ça. Les titres en blanc, l'image elle est jolie. C'est ce que je voulais vous montrer par cette façon d'avoir des retours également en vidéo. C'est qu'on peut avoir des capsules qui sont tournées en selfie, où on peut aussi, évidemment, enregistrer les discussions comme on voit là, Julia, qui travaille chez CalInsight, qui anime une discussion qui va être filmée et dans laquelle il y aura des petites séquences qui seront également présentées lors de la restitution des résultats. Et je trouve que le pouvoir de la vidéo aussi a beaucoup d'impact pour propager les résultats en interne auprès des équipes. Et on apprécie beaucoup les locaux de notre espace de coworking. Donc là, c'est à Impact Hub Lausanne qui nous permet d'avoir des configurations assez dynamiques, assez sympathiques et avec beaucoup de convivialité pour mettre les personnes à l'aise. Voilà, alors là, on a vu ce mix d'études hybrides, où on a encore du face-face avec du digital. Donc ça fonctionne bien. Je pense que je pense que pendant une année et demie, tu n'as pas tellement fait de face-face. Mais je pense que cette combinaison, elle est gagnante pour toi ou... Mais complètement. En fait, c'est vraiment c'est ce qui nous apporte de la valeur, c'est d'avoir des résultats d'une part quantitatifs. Donc, on est sur quand même de la masse. On a au minimum 500 personnes, 600, parfois jusqu'à 1000 personnes qui vont donner leur avis et qui vont permettre de pondérer, de hiérarchiser déjà des réponses, des tendances. Et ensuite, on va les étayer avec du qualitatif. Donc, on va poser des questions ouvertes dans les questionnaires déjà en ligne auprès de cet échantillon assez large. Et à partir de ça, on va prendre la matière et on va aller la creuser en qualitatif. Et on va faire typiquement ce qu'on a vu ici avec les interviews vidéo Ask, où les personnes répondent, mais c'est pas comme nous maintenant en direct, où tu me poses des questions et je te réponds, c'est en asynchrone, et les personnes répondent à leur convenance, et je peux visionner la vidéo quand je le souhaite. On peut ensuite faire des groupes en visio, comme on l'a tous bien pratiqué pendant plus d'une année maintenant. C'est vrai que ça marche assez bien. Ça va dépendre aussi des thématiques parce que ça casse quand même la spontanéité des interactions et il y a quand même ce petit côté où on est chacun son tour à donner son avis, donc c'est pas la même chose que d'animer en face à face. Et je pense que pour les thématiques où on est sur des tests d'innovation, des tests de concept ou l'innovation, des choses un peu plus créatives, honnêtement le visio ça marche pas bien, c'est pas le moyen le plus adapté. Donc là on va être content de pouvoir réintroduire le face à face, le présentiel pour pouvoir aussi retrouver cette ambiance autour d'une table et de tester des choses ensemble et puis de travailler aussi avec du matériel. Mais je suis vraiment convaincue, et en faisant du Calicanti depuis que j'ai créé ma boîte il y a bientôt 10 ans, que c'est cette imbrication à la fois des approches, des outils et des méthodes qui permettent d'avoir le plus de richesse finalement dans les insights qu'on rend et qu'on livre à nos clients. Et je suis aussi convaincue que l'avantage des outils digitaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'ils permettent d'avoir une plus grande autonomie aussi pour nos clients, qui peuvent accéder par exemple en temps réel aux résultats des enquêtes en ligne. Donc, ils peuvent voir déjà comment, en 24 heures, tu as déjà, 500 personnes qui ont répondu. Donc, les clients peuvent tout de suite voir aussi quelle est la tendance. Et ça donne également plus de réactivité parce que ça va très vite en fait pour collecter beaucoup d'informations. Alors, tu parlais de clients, mais qui sont tes clients aujourd'hui dans l'entreprise? C'est des gens qui viennent plutôt de la communication ou du marketing?
Ah ben les deux. En fait, les deux, même parfois des RH. On a fait une étude sur l'impact du Covid pour un département des ressources humaines aussi. On travaille aussi sur la RSE. Donc, ça va plutôt dépendre des thématiques. On travaille par exemple sur tout ce qui va être l'expérience client, avec des clients type les transports publics, les transports publics lausannois, genevois, fribourgeois, les services industriels de Genève, les services industriels de Lausanne, la Romande Énergie aussi, pour citer ces domaines de transport et énergétique. On va réaliser des études qui sortent un peu aussi du domaine de l'expérience client et qui vont être des enquêtes d'image. Donc là, on va plutôt toucher justement au marketing ou à la communication. On va être sur l'image d'une marque, l'image d'une boîte, l'image employeur parfois. Donc là, on va être dans des choses un peu différentes par rapport à ce qu'on va mesurer et sonder. On peut être aussi dans des études plus qualitatives qui vont être plus exploratoires et qui vont viser à comprendre comment les habitudes évoluent, quelles sont ces nouvelles expériences digitales qu'on a au quotidien et comment ça impacte la manière d'interagir aussi avec nos clients, comment ça impacte la manière dont on est perçu. Ça peut être des évaluations sur les points de contact, qu'ils soient physiques ou digitaux. Ça peut être le test d'une application, que ce soit en bêta testing ou en pure conception avec des maquettes sur des tests de concept. On travaille aussi, par exemple, avec notre service d'innovation sur des tests de concept. On accompagne l'incubateur de l'Université de Lausanne, de YouCreate, où on aide les étudiants à formaliser déjà, décrire leur concept et le tester pour voir quelles sont les failles ou les problèmes de compréhension ou les chances aussi de rencontrer un marché au moment du lancement. Donc on est vraiment à ces différents moments du lancement du produit, depuis vraiment le côté gestatif où on est en phase d'incubateur, jusqu'au moment où tu vas lancer ton produit, communiquer. On a aussi évalué par exemple des campagnes de crowdfunding avant qu'elles soient lancées pour voir si elles étaient claires, compréhensibles, impactantes, etc. pour la partie communication. Ensuite, la partie marketing, tu peux toucher au point de contact. Tu peux toucher. Là, on a évalué par exemple l'évolution des habitudes d'achat avec le sans contact justement. Tout ce qui était justement via son smartphone ou sans monnaie, sans argent. Donc voilà, ça peut être ça. Tout ce qui était aussi les bornes tactiles. C'est vraiment très très vaste et on peut aussi faire de l'enquête de satisfaction des collaborateurs. Donc voilà, c'est varié. Mais que réponds-tu aux entreprises qui se disent que finalement ces outils digitaux, tu as pu acheter de l'espace publicitaire et puis faire un sondage, elles peuvent le faire aussi. Donc là, on voit, toi, tout le spectre de ce que tu peux apporter, mais on pourrait imaginer qu'une entreprise dit, dans le fond, je vais le faire moi-même. Alors peut-être, qu'est-ce que tu dirais à ces entreprises qui se disent, ça me sert à quoi? Alors, que peux-tu leur apporter en plus? Elles peuvent évidemment le faire elles-mêmes. Nous, c'est vrai que l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a aussi des licences avec certains outils qui sont très ergonomiques, très dynamiques, comme Typeform, qui permet d'avoir des jolis designs de questionnaires, qui sont évidemment super responsive et assez attractifs au niveau du look et du design et de l'expérience utilisateur. On a ces capsules vidéo Ask où de nouveau on utilise avec une licence une facilité pour avoir accès à ces retours en selfie vidéo des personnes qu'on va ensuite aller qu'on recrute et qu'on interviewe dans un second temps. Nous, l'expertise qu'on apporte, c'est déjà d'entendre la problématique de notre client, de pouvoir la transformer en question, de manière à pouvoir répondre à la question ou à la demande, ou de pouvoir. Donc en fait, c'est de rédiger un questionnaire qui soit correct, qui soit valable, de le diffuser via les bons moyens. C'est vrai qu'on a remarqué, nous, ça fait 1 an et demi maintenant un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et le choix de ta petite thumbnail ou de ta petite vidéo ou de ton wording, enfin l'accroche, le targeting derrière, enfin tout c'est un métier aussi. Enfin ça prend du temps, ça demande de l'expérimentation. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on maîtrise un peu mieux maintenant, de faire nous-mêmes aussi ces petites pubs. Puis ça prend du temps et tous les clients n'ont pas forcément le temps. Et puis bien sûr derrière c'est qu'on a toute cette expertise aussi d'analyser les résultats, les comparer avec notre connaissance du marché en Suisse romande ou en Suisse de manière plus globale. Et puis d'amener des insights, de l'interprétation, et puis d'accompagner les équipes ensuite pour travailler et mettre ça en action, parce que le but, c'est pas uniquement de s'enrichir avec de la donnée, de la matière, etc., c'est ensuite d'en faire quelque chose. Et on a vraiment ces approches workshops qui ont été mises en stand-by pendant le Covid, mais qui, je l'espère, vont reprendre avec les équipes, avec des méthodologies assez axées design thinking pour que les gens mettent en action ces résultats.
Et ça, je pense que c'est un point essentiel parce que très souvent, on a fait des études pendant des années, plus pour disons, se protéger d'une décision et puis, ou d'une action qu'on n'allait peut-être pas faire, plutôt que pour agir. Tandis que là, je vois que on a une approche de plus en plus aujourd'hui tactique, qui fait que vraiment, peut-être parce qu'on met moins de moyens, donc c'est aussi, et on engage moins de temps aussi, moins de ressources dans l'entreprise, donc on le fait vraiment sur des projets très précis, de manière à vraiment pouvoir, disons, ne pas se tromper dans l'approche lorsqu'on lancera le projet. Alors, il y a quand même toujours pas mal d'études qui se font pour être rassurés, hein, justement pour être sûr qu'on prenne la bonne décision et puis de pas se louper. Ça reste quand même une réalité. Toutes les études qu'on fait ne se transforment pas forcément en action parce que les études où il y a beaucoup d'impact, ça va être tout ce qui va être autour de soit de la création de produits, lancement de produits ou l'expérience client. Ou ben, si on veut quand même s'améliorer, évidemment, faut mettre en place des mesures et puis traquer ça. Mais il y a encore des études qui sont là pour se rassurer ou pour trancher sur une décision stratégique à prendre. Donc, toutes ces études permettent de comprendre le consommateur. Toi, qu'est-ce que tu vois depuis une année? Parce que là, tu n'as pas arrêté de travailler. Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques pistes dans tous les secteurs que tu as traités? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement? Le consommateur nouveau post-Covid est arrivé ou finalement, il n'y aura pas de changement? C'est mon avis personnel, alors, pour le coup. Mais oui. Parce que toi, tu vois sans divulguer les secrets de tes études, mais je pense que tu as assez d'exemples pour nous donner déjà quelques pistes sur est-ce que quelque chose a vraiment changé ou pas du tout? Alors moi, je dirais ce qui a le plus changé, c'est quand même justement la pratique du digital. Donc c'est la familiarité avec des expériences digitales sur un public assez large et sur un public qui monte aussi en termes d'âge. J'ai le sentiment quand même que on est sur maintenant le marché est quand même beaucoup plus à l'aise et il a été contraint à changer certaines pratiques et à expérimenter justement davantage le digital. Et ça, c'est quand même dans les faits ce qu'on observe comme étant le plus différent, je pense, une habitude qui va rester marquée sur la durée. Après, pour être honnête, sur le reste, j'ai pas senti de changement radical en termes de commerce de proximité, la durabilité. On avait parlé beaucoup d'écologie avant, etc. Tout ça reste un peu statu quo. Je pense vraiment, c'est vraiment la digitalisation des pratiques et des expériences où on gagne en simplicité et en familiarité. Donc ça veut dire un message pour les marketeurs de vraiment mieux penser à l'ergonomie de leur site, de leur plateforme de e-commerce, disons à mieux penser à la visibilité aussi de leurs produits qui sont en ligne, parce qu'aujourd'hui ça ne fait plus peur aux consommateurs. La visibilité, oui, c'est une chose, mais c'est effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est l'expérience que je vais avoir en me promenant sur votre site, en faisant un achat, la rapidité, l'effort que je vais fournir pour trouver une information, l'effort que je dois fournir pour faire mon achat. Ça se calcule en nombre de clics, mais aussi justement en navigation et en clarté du site. Et il y aura aussi tout le côté humain qu'il va falloir injecter en plus de cette vitrine digitale ou de cette expérience digitale, parce qu'il y a quand même une demande qui reste importante de garder ce contact, d'humaniser quand même les relations. Et je pense à ça, par exemple, par rapport à certaines réactions sur les chatbots, même si on le fait parfois dans des enquêtes qualitatives avec beaucoup de questions ouvertes, on utilise les bots aussi pour gagner du temps. C'est pas hyper bien non plus reçu, quoi. Donc voilà, il faudra garder aussi, c'est comment garder ce lien autrement que sur mon site vitrine ou sur mon webshop avec justement les réseaux, mais pas que ça. Il y a des choses qui sont en train d'être testées via les messageries instantanées. On est encore assez protégé en Europe et en Suisse par rapport à ça, mais je pense qu'à terme, ça va quand même s'ouvrir et qu'il y aura des opportunités commerciales qui vont se faire via ces canaux-là et qu'il faudra être prêt aussi à pouvoir les investir sans être intrusif, évidemment. Et ça va être le grand challenge pour la suite, c'est comment marketer, commercialiser, communiquer sans entrer dans la sphère privée et dans nos plateformes qu'on chérit parce qu'on les maintient dans cette sphère privée. Ça sera de moins en moins le cas, je pense, à l'avenir. Bah écoute, ce serait encore une occasion pour toi d'analyser le comportement des consommateurs face à cet enfermement. Je te remercie Esther. Je pense qu'on a fait passablement le tour de ces nouvelles manières d'enquêter et de faire des sondages en ligne et de manière hybride. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette opportunité.